Il y a quelques semaines, j'ai mis la main sur une caméra relativement sans intérêt, mais qui a attiré mon attention parce que l'ancien propriétaire avait apparemment oublié d'enlever le film dedans avant de s'en débarrasser, puis le compteur laissait croire qu'il pouvait avoir potentiellement 13 photos là-dessus. Je me suis dit que ce serait drôle d'aller faire développer ça, puis de voir s'il y avait effectivement quelque chose d'intéressant, puis de partager ça avec vous. Par contre, en me rendant au labo, j'ai commencé à avoir des remises en question. Je me demandais si c'était correct de faire ça, est-ce que je devrais partager ça avec tout le monde sur Internet. Donc, je me suis dit, quel beau prétexte pour aller chez Martin avec les photos, parler de ça avec lui. C'est le genre de gars qui a des opinions sur ce genre d'affaires-là. Donc, ensemble, on allait pouvoir déterminer si on allait partager les photos. Euh, Moi, j'ai tendance à croire, parce que je viens d'une certaine génération où ces choses-là, on ne faisait pas attention à ça. Tout simplement parce que les moyens de diffusion, il n'y en avait pas. Tu prenais des photos avec une caméra argentique, tu apportais ton film à la pharmacie, on te faisait des petits 3,5 par 5, et puis, qui pouvait voir ça? C'était dans ta boîte à souliers, tes amis, tes parents. Il n'y avait pas de web pour diffuser, il n'y a pas un imprimeur qui aurait publié tes photos. Donc, la notion de diffusion, c'est une notion très, très récente, là. Tu sais, la diffusion, c'était réservé à une espèce de part microscopique de la société qui avait accès aux outils de diffusion. Les télévisions, les éditeurs, les journaux, puis c'est à peu près ça. Donc, personne n'était stressé. Tu peux même photographier. Peut-être que les gens étaient gênés, puis faisaient ça, ou bien, hey, photographie-moi pas. Mais personne n'avait peur des conséquences, parce qu'il n'y en avait pas de conséquences. À part, moi, je me souviens, j'avais une tante qui, avec une aiguille, qui crevait ses yeux sur toutes les photos de famille où est-ce qu'elle apparaissait. Elle se trouvait pas belle, elle n'aimait pas ça, elle détruisait les originaux. Les originaux, c'était des négatifs, mais dans la tête du monde, l'original, c'était le tirage. Puis moi, cette tante-là, c'est surtout des photos abîmées que j'ai d'elle. Bon, c'était sa façon qu'elle avait de se censurer ou de contrôler la diffusion. Tout le monde trouvait ça plate parce que les photos étaient abîmées puis on ne la voyait pas. Bon, à part ça, les gens ne faisaient pas de grands cas de leur diffusion. Aujourd'hui, on peut regarder ça d'un point de vue vie privée, le droit à l'image. Donc, seul au Québec, on a droit à notre image, à moins que ce soit d'intérêt journalistique. Puis que la société a besoin de te voir pour faire les meilleurs choix sociaux. Je pense que quand tu trouves une caméra et qu'il y a du film dedans, les chances que les images qu'on trouve, à moins que la caméra ait appartenu à un photojournaliste, sont quasi inexistantes, que ce soit d'intérêt public, ce qu'il y a dessus. Donc, on pourrait dire bêtement, au niveau légal, qu'on ne devrait pas diffuser tout ce qu'on trouve sur des films ou des cartes mémoire de caméra qu'on achète usagées, bêtement, par respect, même si ça peut nous sembler anodin. Ça ne nous était pas destiné, c'est pas destiné au public qui sont sujets à le voir, c'était probablement destiné soit au photographe qui a pris les photos, soit au photographe qui a pris les photos et à la famille ou l'entourage qui est concerné, si on parle de photo familiale. En même temps, on pourrait peut-être croire qu'il y a un intérêt, pas journalistique, pas public, mais un intérêt artistique à faire ça. On peut prendre le cas de Viviane Maier. On ne connaîtrait pas son nom s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait ça, là, Malouf en l'occurrence, John Malouf. S'il n'avait pas diffusé, sans l'autorisation de la succession, sans l'autorisation de la dame défunte, les photos. Est-ce que c'est très important d'avoir découvert Viviane Maier? Est-ce que ça change quelque chose socialement? Est-ce que c'est dans le monde de l'histoire de l'art, c'est important? Est-ce que Malouf a bien fait? Il y a un procès qui dure depuis des années par rapport à ça. Et le cas fera école éventuellement. Puis quand tout le monde aura fait le tour de la question, on pourra tirer des conclusions. On a trouvé une caméra. J'en ai aucune idée de ce qu'il y a là-dessus. On peut croire que ce n'était pas important, d'où les regarder ou peut-être les diffuser et peut-être sans conséquence. Mais abstraction fait des conséquences, il y a le principe. Doit-on faire ça? Ça ne nous était pas destiné. Je suis sûr que quand ce monsieur-là a pris les photos, il n'a pas pensé « Ah, mais ça va finir dans une école de photos, ce film-là. Puis là, ils vont s'en servir en classe pour réfléchir sur la légitimité de les diffuser, puis ils vont regarder. » Non, c'est sûr, il n'y a pas... ce processus-là mental n'a jamais existé. Donc, c'est plutôt à nous de prendre... d'être responsables, mais la responsabilité commence où et finit où? La curiosité commence où et finit où? Et toi, en passant,
qu'est-ce que tu en penses? C'est toi qui as initié l'idée de réfléchir là-dessus. Est-ce que tu as une pré-opinion ou qu'est-ce qui t'excite dans ce défi-là? Au début, l'idée, c'était juste de développer ça puis voir ce que tu un peu par curiosité. Mais je trouve que finalement, la réflexion qu'on a par rapport à ça est sûrement plus intéressante que les photos qu'on va voir. Moi, une question que je me suis posée par rapport à ça, c'est est-ce que tu as l'impression que vu que c'est un film, c'est une seule bobine, mettons 13 photos max, que ça... attends, non, excuse. Tu penses-tu qu'on se poserait moins la question si on était tombé sur une boîte avec 100 rouleaux de négatifs? Donc le fait qu'il y en a juste un, ça rend ça un peu plus intime. Si on était tombé sur 100 rouleaux, on aurait l'impression qu'on est tombé sur une vieille bâche de quelque chose, puis c'est comme une œuvre X. Qu'on ait juste un roll ici, ça propose encore plus la question à savoir est-ce que c'est un peu voyeur ce qu'on fait. T'sais. Ben, tu vois, je ne l'avais jamais regardé là, de la façon que tu le présentes, et puis c'est vrai que c'est quelque chose de plus intime. On peut supposer que quelqu'un qui shoot des centaines de rouleaux ne shoot pas des centaines de rouleaux de photos intimes qui sont controversés ou qui causeraient problème. C'est plus du documente quelque chose, de la photographie de rue ou fait de la photographie architecturale ou c'est un tripeux de fleurs, fait qu'il shoot tout le temps des fleurs, fait que ça va juste être des rouleaux de fleurs ou je sais pas quoi. Effectivement, ça peut ôter le poids de l'intimité, mais ça peut augmenter la valeur. Dans le cas de Viviane Maier, ça a augmenté la valeur. Elle aurait fait une shot de rue sur un rouleau, on n'en parlerait pas, mais elle a fait des milliers de photos de rue, et c'est ça qui a créé le corpus, qui crée la controverse, qui crée qui a le droit de regarder ça, qui a le droit d'en jouir, de le diffuser, d'avoir les bénéfices de cette diffusion-là. Quand on ne shoot pas beaucoup, on shoot du monde, on shoot des événements pseudo-importants pour nous-mêmes. La majorité des photographes amateurs, tu regardes ce qu'ils font, moi j'ai travaillé dans des labos, c'est de la photo d'humain. C'est pas de la photo d'objet. C'est les artistes puis les photographes professionnels qui shootent ou commerciaux qui shootent des objets. Donc la chance qu'il y a des humains là-dessus est, à mon sens, très élevée si c'est pas juste une bobine test pour vérifier si la caméra remet. Donc là, et ça reste de la photo de famille, et là, on tombe dans la question de l'intimité. Chez nous, dans ma famille, il y a un grand débat depuis des années. Mon grand-père, au début des années 1900, a passé 4 ans au Klondike, c'est un chercheur d'art, puis il a tenu une correspondance pendant 4 ans avec son oncle, pas avec son père, pas avec sa mère, pas avec ses frères, avec son oncle. Puis, il a envoyé une quantité industrielle de lettres à son oncle. Puis quand mon grand-père est mort, ça s'appelle les lettres de l'oncle Armand. Quand mon grand-père est mort, tout le monde en famille a voulu avoir cette correspondance-là pour savoir ce qui s'est passé pendant ces 4 ans-là au Yukon comme chercheur d'art. Tu sais, c'était un mythe chez nous, le grand-père qui est allé chercher de l'art. Puis, ce qui s'est dit, c'est que ces lettres-là ne vous étaient pas destinées. Il m'écrivait à moi, il n'a pas écrit à son frère, il n'a pas écrit à son père, à sa mère. Il aurait peut-être tenu un autre langage avec sa mère ou son père. C'est pas honnête pour moi de vous les remettre. Et on n'a jamais pu les voir. La seule chose qu'il a fait, après des années de harcèlement par la famille, il a écrit une demi-page qui résumait 4 ans de relations épistolaires. Tu lis cette demi-page-là, et il n'y a personne qui a été content. Ça a rassasié personne. On n'a rien appris là-dedans qu'on ne savait pas par les légendes puis par ce que le grand-père avait raconté lui-même oralement. Mm-hmm. Donc, moi, ça m'a toujours frustré parce que je ne l'ai pas connu, ce grand-père-là. Mais il est mort quand mon père avait 12 ans. Et j'en ai tellement entendu parler que j'aimerais les lire, ces lettres-là. Puis je me dis aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il est mort. Il est mort quoi dans les années? Mon père avait 12 ans, il est né en 26, donc en 38. Tu sais, c'est quoi les conséquences que son petit-fils qui n'a jamais connu connaisse ses déboires, ses aventures amoureuses, si jamais c'est un malfrat. Tu sais, j'essaye de faire un scénario catastrophe, là. C'est quoi les conséquences? Je vais abîmer l'image du grand-père ou au contraire, Mais en même temps, avec les années, j'en viens à accepter cette affaire-là parce que je fais le raisonnement inverse. La littérature, la correspondance que j'ai avec ma fille ou que j'ai avec mes amis, parce qu'avec le courriel, on a beaucoup plus de relations écrites qu'avant. Avant, tout était verbal, oral entre les gens. Puis ça ne restait pas. Mais là, on a beaucoup de correspondances qui restent quelque part sur un serveur, sur un disque dur, sur une disquette. Puis là, on se dit toujours, s'il fallait que je meure soudainement, puis que quelqu'un
tombe sur toute ma correspondance, est-ce que je suis confortable que n'importe qui dans ma suite familiale qui va gérer ma succession commence à lire tous mes courriels? Il y a un discours, je me souviendrai toujours, PGP, Pretty Good Privacy. C'était un mouvement aux États-Unis qui était pro-encryptage, qui disait que toute notre vie sur ordinateur devrait être encryptée. Puis le gouvernement américain était contre l'encryptage 128 bits. Parce que, bon, si tu encryptes tes affaires, c'est que tu as quelque chose à cacher, tu dois être un mafiosi ou un malfrat ou un terroriste ou je ne sais pas quoi. Puis c'était rendu illégal d'avoir des encrypteurs 128 bits. C'est d'ailleurs le problème qu'il y a eu quand OS X est sorti, parce qu'il y a la voûte dans les préférences d'OS X, puis il y a un encrypteur 128 bits intégré dans OS X. Et le raisonnement que faisait Pretty Good Privacy, c'est qu'il disait, pourquoi que tout le monde n'envoie pas des cartes postales? Une carte postale, il y a un thème dessus, tout le monde peut la lire. Le facteur peut la lire, la personne qui va dans la boîte aux lettres peut la lire, au service de poste, tout le monde peut la lire. Pourquoi tout le monde ne s'envoie pas des cartes postales? Pourquoi quelqu'un, des fois, s'envoie à Noël ou à un souhait de fête ou je ne sais pas quoi, dans une enveloppe? Une enveloppe. Est-ce que les gens, ils mettent leur langue, ils la collent, la languette, ils pourraient juste la rabattre à l'intérieur? Pourquoi les gens collent l'enveloppe? Ils ont quelque chose à cacher? Est-ce qu'on a quelque chose à cacher quand on colle une enveloppe? Ou tout simplement, on est en train de dire, bon, ben, ça se destine à la personne, c'est le nom qui est écrit sur l'enveloppe. On pourrait dire ça de la photographie puis d'une caméra, même s'il n'y a rien de honteux, d'humiliant, de diffamatoire, ou du monde qui a le doigt dans le nez, ou je ne sais pas quoi. On pourrait dire ultimement, ça ne nous était pas destiné. C'est sûr que le photographe qui a fait ces photos-là ne les destinait pas à William et Martin. Si on imagine que ces gens-là sont morts au moment où on va voir leurs photos, comme mettons ton grand-père qui était mort au moment où les gens voulaient se partager ses lettres, est-ce que c'est moins grave parce qu'il est mort, donc ça change plus rien de toute façon il est mort, ou c'est plus grave parce qu'il est mort et donc il ne pourra pas lui-même recontextualiser ces photos-là ou ces lettres-là pour les gens qui vont les lire? On va faire un raisonnement extrême là-dessus. Admettons qu'on trouve la correspondance entre le Christ et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui était peut-être une prostituée de l'époque, puis tout ça, puis qui aurait eu une correspondance, puis c'est quelque part à Jérusalem ou dans un caveau ou en papyrus. Est-ce que c'est légitime de les lire aujourd'hui? On va moins loin. Léonard de Vinci, personnalité très connue. Est-ce que c'est correct de lire les documents de... Mettons qu'on trouve les lettres de Léonard de Vinci à une maîtresse ou quelque chose. Ah, Léonard de Vinci, c'est un gros personnage culte. On va peut-être déboulonner la statue, comme on dit. Et en allant moins loin que Léonard de Vinci, je sais pas, j'ai un cas moderne, là. J'ai un cas aujourd'hui, il vient juste de m'échapper en racontant ça. Il va falloir qu'on fasse un jump cut là-dessus. Fuck. Je faisais ça pour arriver à une affaire qui vient de m'arriver. Ah oui, vous connaissez Glenn Gould? Glenn Gould est mort. Parce que ta question, c'était si quelqu'un est mort, c'est-tu plus grave ou moins grave? Glenn Gould s'est fait connaître par les variations Goldberg, qui a enregistré à CBS à New York en 50 quelque chose. Et pour quelques raisons bien bizarres, toutes les bandes audio des prises, il a fait plusieurs prises pour chacune des pièces. D'habitude, c'est détruit, puis on conserve que celle qui a été matricée sur le disque. Pendant des années, personne ne savait où étaient ces rubans-là, puis tout le monde a cru que ça a été détruit, comme CBS ne garde que les rubans qui sont matricés. Les autres, on les efface, puis on réenregistre dessus, parce que ça coûte cher. Mais ça a été trouvé, ces rubans-là. Puis Glenn Gould, on sait que c'était un maniaque de ne pas faire entendre ses erreurs. C'est un gars qui ne voulait plus faire de concerts, qui faisait juste des enregistrements, des multiprises, puis là, c'était bien critique pour lui. C'est cette prise-là, ces 3 mesures-là viennent de telle prise, les 5 autres mesures viennent de telle prise, puis lui, il était rendu un perfectionniste de l'exécution. Et là, on a toutes ces erreurs. Puis il y a un gros coffret qui a été publié chez CBS. Il est mort, le Glenn Gould, puis dans lequel il y a tous les rubans. C'est un paquet de CD là-dedans, puis mettons pour l'aria du début, tu vas avoir 13 prises de l'aria, puis tu l'entends dire à la fin, « Ah, ben là, telle affaire n'était pas bonne » ou « Ah, j'ai pas aimé ci ». Tu as la preuve qu'il n'est pas content de ce qu'il a fait.
Et là, ils ont tout rendu ça public. 150$, on a fait le même, un gros coffret avec tout ça. Mais quand tu lis le texte, il y a un livret qui vient avec, ils disent que ça a été un gros débat éthique chez les gens, les biographes de Glenn Gould, puis tout ça. Les gens qui ont beaucoup connu Glenn Gould, ils disent ils auraient détesté qu'on fasse ça. Ça, c'est comme immoral de faire ça. Mais en même temps, c'est tellement l'œuvre culte de Glenn Gould, les variations Goldberg, puis les gens ont tellement réfléchi sur ça qu'au niveau académique, c'est très intéressant. Fait que c'est dans quelle mesure, pour les biens de la société intellectuello qui font de la réflexion musicale, qu'on va violer les désirs de l'auteur. C'est toujours une affaire d'équilibre. Dans un cas comme ce qu'on fait, là, au niveau académique, c'est un exercice qui peut être intéressant, mais au niveau, est-ce que ça va servir à la société plus tard d'avoir vu ces photos-là? Mm-hmm. J'ai acheté, dans un marché aux puces avec toi, une boîte de plaques de verre. Moi, j'ai toujours voulu, tu sais, quand tu lis sa photo, tu sais qu'il y a une époque où il n'y avait pas de film en rouleau, puis que les gens shootaient sur des plaques de verre. Et j'en ai jamais eu. J'ai eu quelques plaques de verre, parce que mon père faisait de la photographie scientifique, il shootait sur plaques de verre, mais c'est bien plate à regarder ses photos, c'est des souris, ou ben non, c'est des béchères. C'est de la quincaillerie. J'en ai gardé 2, 3 pour des raisons historiques. Puis quand j'ai trouvé cette boîte-là, j'espérais qu'il y ait des humains dessus. Parce que c'est plus drôle des humains qu'un paysage. Puis il y en avait effectivement. Et je me suis autorisé à les regarder, puis moi, je veux peut-être même montrer ça aux étudiants, les imprimer, voir comment ça imprime. Tu sais, c'est un truc historique. Puis, par rapport à ta réflexion, je me dis, c'est tellement au début de la photographie, ça c'est genre 1800, fin 1800, que je me dis, quand il y avait une caméra devant toi en 1800, là, c'était pas de la petite photo intime que tu faisais. Tu sais, tu faisais, le photographe venait chez vous, ça coûtait cher, tu faisais la photo pour la diffuser. Elle va être encadrée, tu vas la donner, tout le monde va la voir. Personne ne faisait de la photo pour mettre dans sa boîte à souliers puis regarder en catimini. C'est une notion récente, ça. Tu sais, quand la photographie était difficile, rare, que faite par les professionnels, toute photo était prévue pour être diffusée. Ça, c'est des photos de ces 2 enfants qui sont sur un fond dans un studio. Les parents ont finalement les moyens puis ils veulent un souvenir de leurs enfants. Je me demande si ce n'est pas des jumeaux parce qu'ils ont la même taille. T'sais, ils sont allés au studio, ils ont payé probablement 1 semaine de salaire ou plus pour faire cette plaque de verre-là. Qu'on la regarde, c'était pas destiné à Martin Benoît, mais c'était destiné à être imprimé puis montré. Puis plus que juste au père et à la mère, à la famille, aux cousins, probablement encadré sur un cadre, le cadre sur le piano dans le salon, puis tous les visiteurs qui vont venir vont la voir. Ça reste un cercle familial, mais je me sens beaucoup moins coupable entre guillemets, de regarder puis de diffuser une photo des années 1800 qu'une photo des années 2000 quelques, là, ce qu'on a trouvé. Finalement, on est passé par plein d'anecdotes, certaines qui justifieraient de diffuser, puis d'autres qui justifieraient pas. Ben, mon premier réflexe, ça serait, on va regarder les photos, on ne diffusera pas, puis on va juger. On est quand même du monde qui avons réfléchi un petit peu, puis on décidera si il peut y avoir des sensibilités. Où va être ma ligne de la sensibilité, ça ne sera peut-être pas la même que la tienne, ça ne sera peut-être pas la même que quelqu'un qui est là pour défendre les droits à l'image. Moi, je dirais, on juge, puis Parfait. Je suis allé faire développer ça chez Borealis. Je leur ai demandé de faire des prints. Je les ai pas regardés, tu vas être les premiers à les voir. L'enveloppe est ouverte, William. Ah, ils l'ont juste pas scellé, mais... Qu'est-ce fait que moi, je te dirais, tu peux sortir les photos, puis peut-être nous les décrire, puis nous dire ce qu'il y a dessus. OK. Premièrement, je vais regarder les négatifs. Hey, c'est pas dans des sleeves, ça? Hop, il n'y a rien là-dessus. Hop, il n'y a rien là-dessus. Hop, il n'y a rien là-dessus. Mais ça, on se doutait là, que le film... Ah, il y a des sleeves ici. Crème, il y a de quoi sur ce film-là? Toutes les photos, c'est du monde. On est loqué. Moi, je trouvais ça tellement comme exercice. On va se casser la gueule. Il faudrait que j'aille acheter 6 caméras pour avoir la chance qu'il y ait peut-être qu'il y a du monde. C'est plein de monde, c'est net, c'est bien exposé. OK.
Étrange contact électronique. OK. C'est incroyable. OK. J'ai l'impression qu'il y a comme deux événements à voir les décors là-dessus. Une espèce de repas de famille avec des invités, à voir la quantité de personnes, à moins que ce soit une très grosse famille. Et un autre événement où est-ce que les jeunes jouent aux cartes. Une espèce, c'est peut-être dans la même journée dans une autre pièce, là. On voit des gens autour d'une table qui jouent aux cartes. Bon, des enfants. Les enfants semblent pas du tout incommodés par la caméra. Deux jeunes garçons, une jeune adolescente. C'est ça, des jeunes qui jouent aux cartes dans une espèce de salon. Reconnaissable. Semble pas du tout prendre conscience de la caméra, mais ça se peut pas parce qu'on regarde les ombres projetées, c'est fait au flash. Il y a une belle ombre bien dure derrière sur le mur, là, donc le coup de flash, ils ont dû s'en rendre compte. Donc ils savent qu'il y a des photos qui se prennent. Mais bon, soit qu'ils sont préoccupés par le jeu de cartes, puis aucune présence de la caméra. On ne sent pas la présence de la caméra. Le repas, les gens ont des discussions animées, se regardent entre eux. Du monde de dos. Des fois, il y a une dame qui regarde en plein dans l'objectif, sourit. Ah, genre, ah, tu nous photographies. Et puis, ici aussi, des gens qui jasent. Ah, une fille seule devant un mur qui regarde la caméra, mais genre, hey, pourquoi tu me shootes? Puis ici, j'ai une verticale d'une scène de bouffe autour d'une table. Puis le premier monsieur en avant-plan, lui, il regarde la caméra du coin de l'œil, puis avec un regard sceptique. Bon, c'est-tu parce qu'il s'emmerde durant le repas, puis il est juste tiens, tu nous shootes, ou bien il n'est pas content que des photos soient prises. Je pourrais pas... à voir là, la quantité de photos qui ont été faites pendant ce repas-là, il faut croire que s'il avait été vraiment pas content, il n'y aurait pas d'autres photos. Alors, c'est ça, c'est bien exposé, bien imprimé. Ici, il y a une madame d'un certain âge qui regarde en plein la caméra, puis qui fait un léger sourire au photographe. Donc, moi, je vois ça comme des ententes tacites, que oui, c'est correct que tu me photographies. Est-ce que ça veut dire oui, c'est correct que le monde sur YouTube voit la photo? Je pense que n'y a personne dans ces photos-là qui ont réfléchi à ça, c'est évident. Ça fait combien de temps? Moi, je les ai toujours pas vus. Tu dirais, est-ce que c'est des photos récentes ou c'est des... Ah, c'est difficile de mettre une date là-dessus. Tu m'as dit que les coupes de cheveux, les vêtements... Je suis incapable de dater ça. Est-ce que ça pourrait être les années 60? Ah, tu m'as dit que c'était du T-Max? T-Max est apparu en... Attends, je le sais, je m'en suis acheté. C'est apparu en 92-13, à peu près. T-Max 400 ou 100? 400. Le 400, c'est le premier. Donc, non, ça ne peut pas être avant les années 90. Mais les décors... la poche de lait. Du lait en sac. Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne boit plus de lait de même. Mais je sais que ça se vend encore, du lait en poche. Pas capable. Non, je ne suis pas capable de mettre une année plus précise qu'après 90 parce que je sais c'est quoi le film, là. Puis je sais la caméra. La caméra n'existait pas dans les années 80, au début 80, donc... non, je ne suis pas capable. Regardons ça. Merci. William va regarder ça là, pour la première fois. Ça fait juste 10 secondes qu'il regarde. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est un genre de souper de Noël ou peut-être la fête à grand-maman, genre quelque chose comme ça. As-tu juste te montrer une photo? Celle que je pense qu'il ne faut pas diffuser. Ben, peut-être parce que j'en ai trop pris des photos de même, puis j'ai tout celle-là ici. Ouais. On sent... décris-la. Ben, c'est une photo d'une fille, une ado, puis elle a l'air... Elle pose-tu pour le Kodak? Ce genre de fille-là va-t-elle aimer se voir comme ça?
On porte des jugements sur des gens qu'on connaît pas, là. Non, Je porte. c'est sûr que c'est pas une photo particulièrement... pas une belle photo d'elle, là, je pense C'est que... pas sa photo de profil sur Facebook, là. Non, mais... Tu sais, je me demande aussi, ces gens-là, clairement, on est les premiers à voir ces photos-là. Ils les ont jamais vus. Eux autres, ils les ont jamais vues. Ils savent Puis, peut-être même pas non qu'elles seulement existent. ils les ont jamais vues parce que Mon ils n'ont pas oncle, été mis sur Facebook, mais même aujourd'hui, quand on prend des photos avec des appareils numériques, comme tu vois la photo tout de suite, tu sais. si t'es derrière le Kodak ou quelqu'un Ou te la tu peux montre. la montrer, mais tu sais, je veux dire, tu peux... sans même faire un print ou sans même la mettre sur Internet, sur Facebook, whatever, la photo, tu peux comme la voir, tu peux être témoin instantanément de quoi cette photo-là a l'air. Mhm. Ces photos-là, par contre, personne ne les a jamais vues, même pas la personne qui les a prises, tu sais. Mhm. On est les premiers à les voir, puis je me dis, est-ce que ces gens-là, qui se sont fait shooter il y a peut-être 15-20 ans, dans le fond, ils aimeraient ça, eux, les voir. Tu sais? Ah, Est-ce que, dans le fond, elle, oui, peut-être qu'elle se trouve pas belle là-dessus, mais peut-être qu'elle serait comme, waouh, ouais, c'est un beau souvenir, c'était le fun, nanana, ça c'était la fois avec. mais on peut même pousser beaucoup mon plus oncle loin. Armand. Moi, j'ai fait, Ou l'inverse. moi, j'ai fait une photo d'une fille pas longtemps avant qu'elle se suicide. Puis je présente toujours je commence mon cours de documentaire là-dessus, là, les conséquences de tout ça. Puis c'était une affaire qui est arrivée il y a 40 ans. Puis je me dis toujours, ces parents que je sais qui sont encore vivants, peut-être qu'ils aimeraient voir la photo, la dernière photo, c'est peut-être la dernière photo de leur fille vivante. Peut-être aussi ça serait un trouble épouvantable pour eux. Tu sais, ça serait un trauma, puis ils veulent plus rebrasser cette histoire-là. Mais en même temps, c'est peut-être le seul souvenir qu'ils ont d'elle. Fait que c'est pas parce que quelqu'un est pas cute une photo que la photo n'a pas de valeur pour son environnement. Mhm. Mais c'est ça. Je ne l'ai jamais testé, mon affaire, parce que je pense que j'ai pas le guts, ou je suis même pas sûr que c'est valable de faire ça. Mais j'ai cette potentialité-là. Puis je fais la réflexion dans la classe tout le temps, tous les ans, je dis, est-ce que je devrais aller chez les parents dans une enveloppe scellée, écrire dessus photo de Suzanne, prise telle année, tel mois. Elle est appuyée contre un poteau, elle tient un cadenas dans sa main et son horaire. Puis là, la sceller l'enveloppe, leur dire, il y a ça là-dedans. Moi, j'ai pris ça. Vous la regardez pas. Peut-être que c'est frères et sœurs, peut-être qu'il y a des gens qui veulent la voir. On peut la déchirer, je peux retourner chez nous avec l'enveloppe. Mais j'ai pensé que peut-être ça vous intéresserait. Puis dans la classe, là, les discussions s'en vont dans toutes les directions. Il y a du monde qui dit « Fais pas ça, Martin, c'est pas correct, brasse pas cette affaire-là. » Il y a du monde qui dit « Ah oui, peut-être. » Puis, tu sais, peut-être que je ne devrais pas utiliser ma classe pour m'aider à réfléchir, mais réfléchir par moi-même. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas allé rencontrer les parents. Touché. Touché, hein? Tu sais, parce que t'as comme l'impression que c'est cool parce que tu leur donnes le choix puis tu leur poses la question. Mais des fois, le monde, ils veulent pas se faire poser la question. C'est ça, ils vont filer cheap et disent « C'est quoi mon problème? Pourquoi je n'ouvre pas l'enveloppe? » Ça, quand j'ai commencé à regarder ça de même, s'ils n'ont pas le choix, c'est décidé d'avance, comme tu dis. Mais si je leur offre un choix, ils vont être obligés de s'auto-juger eux-mêmes sur qu'est-ce que je fais avec ça. C'est peut-être pas un cadeau. C'est un cadeau empoisonné. C'est même pas un cadeau. Fait que là, je suis encore à l'étape où il ne faut pas le faire. Puis ce qui va se passer, c'est qu'ils vont décéder, ces gens-là, parce qu'ils doivent avoir entre 80 et 90 aujourd'hui. Donc, à un moment donné, ça va se régler tout seul. Sauf que cette fille-là a des frères et sœurs qui sont vivants aussi. Puis eux, ça peut être intéressant pour eux. Intéressant, entre guillemets. Est-ce qu'on a fait un pas en avant, William? Je sais pas. Moi, je suis très impressionné qu'il y ait eu des photos sur le film. Je suis très content de l'expérience. Je dirais que l'expérience est un franc succès. Mais j'ai l'impression que notre réflexion, je dirais pas qu'on a tourné en rond, mais je dirais qu'on s'est posé bien des questions, puis j'ai pas encore la réponse. Ça prouve que c'est pas simple. Exact. Mais au niveau légal, c'est très simple. Tu ne devrais pas diffuser.